Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Nartiniden. Et aujourd'hui, c'est format entretien avec Benoît Bunel. Bonjour Benoît. Bonjour. Et cet entretien sera sur la question du spinozisme. Donc voilà. Et de Spinoza. Et surtout, fatalement, de Spinoza. C'est comme parler des tomates, mais enfin, des lasagnes, mais sans parler de tomates, on va dire ça comme ça. Et non, chers amis, je ne suis pas en train de manger durant cet entretien, absolument pas. Je vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Donc enfin bref, Benoît, que je n'ai plus besoin de présenter sur la chaîne, je pense. Est-ce que tu peux nous parler de Spinoza? Alors Spinoza, c'est un philosophe du XVIIe siècle qui a vécu en Hollande, d'origine juive, qui a été excommunié par sa communauté parce qu'il était soupçonné d'hérésie. Euh, c'est un philosophe qui a été très subversif pendant, euh, je dirais, plusieurs siècles. Mais au XVIIIe siècle, être accusé de spinozisme, c'était une accusation grave parce que c'était être accusé d'athéisme et d'hérésie. Donc c'est un auteur très sulfureux et qui pourtant a inspiré les Lumières radicales, la frange la plus radicale des Lumières, à travers son traité théologico-politique, par exemple, et à travers, bien sûr, l'éthique, qui est son ouvrage majeur. D'accord. Mais c'est vrai que là, je vais peut-être rebondir un petit peu sur ce que j'ai lu de Spinoza. D'ailleurs, je crois, j'en souviens, Spinoza, l'éthique, ça a été enfin, l'éthique a été mon premier bouquin que j'avais acheté de philosophie, quand j'étais dans la secte. Et quand j'ai commencé à le lire, j'ai vu la nécessité qu'il fallait que je commence par des bouquins intermédiaires, parce que Spinoza, dans ses plans, je sais pas si tu pourras confirmer, effectivement, comment dire, s'inspire de la géométrie pour faire ses plans philosophiques surtout dans l'éthique. Effectivement, l'éthique est composé de 5 livres et chaque de 5 parties, on va dire. Et chaque partie commence par des définitions, des axiomes, des postulats. Il y a des lemmes aussi. Donc c'est une démarche, on pourrait dire, qui part axiomatico-déductive, Mhm. qui part d'axiomes et qui en déduit des propositions. Donc, par exemple, dans le livre 1, on a plusieurs définitions, des axiomes, et on a finalement ensuite 36 propositions euh, qui constituent la matrice de sa philosophie. Donc c'est une démarche pas évidente, hein, parce que et puis c'est une démarche de renvoi systématique à des définitions qu'on oublie parfois en cours de route. Par exemple, la proposition 36 se réfère à la fois au corollaire de la proposition 25 et à la proposition 34 et à la proposition 16. Il faut se souvenir à chaque fois de ce qui a été dit à ce moment-là. Mhm. C'est très difficile à lire. C'est Donc en fait, chaque proposition a une démonstration et les démonstrations ne sont pas évidentes parce que c'est des renvois systématiques, soit aux définitions, soit aux propositions précédentes. C'est vrai que Spinoza enfin, a cette réputation de philosophe assez dur à lire, même pour le standard philosophique, on va dire. Enfin, Après, euh, c'est pas non plus Heidegger. Heidegger, c'est oui, extrêmement dur à lire, mais il y a d'autres ouvrages de Spinoza comme le traité politique ou le traité théologico-politique qui sont quand même assez accessibles. Et d'accord. moi, je conseillerais de commencer plutôt par là. On peut commencer par le traité politique, par exemple. C'est vrai. Enfin, je l'ai pas encore, je l'avais pas lu. Je l'avais pas lu celui-là. Je l'ai commencé directement par l'éthique parce que bon, c'était dans ma recherche mystique, effectivement. Enfin voilà, j'avais entendu quelques trucs sur Spinoza qui m'avaient attiré, et donc je m'étais penché sur l'éthique. Enfin voilà, on va revenir après sur les bouquins pour introduire Spinoza au mieux, je pense, mais plutôt en fin d'émission plutôt qu'en début. J'ai pas envie de brûler le plan parce que cette fois-ci il y a un plan. Effectivement, donc Spinoza et donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la biographie de manière assez synthétique de Spinoza, où il a commencé, qu'est-ce qu'il a influencé, et surtout qui l'a influencé, parce que quand tu parles de lumière radicale, moi j'ai l'abbé Jean Meslier, on va dire en lumière radicale, mais j'en ai pas plus en fait. Sur sa biographie, on peut Mhm, parler de son engagement politique auprès de la bourgeoisie commerciale hollandaise, mhm, qui le situe quand même d'un certain côté de l'opposition sociale. Ce qui fait que c'est certes un penseur radical, mais qui reste quand même situé
sociologiquement parlant, Mhm. mais qui s'est quand même opposé aux dérives ecclésiastiques et qui s'est quand même opposé toute sa vie au théologico-politique et qui, à ce titre, est émancipateur. Mais au niveau économico-politique, il défendrait un État libéral. Euh, on ne peut pas dire qu'il y a une sortie du capitalisme qui soit avancée par Spinoza, d'autant plus que le capitalisme hollandais à cette époque-là en est encore à ses prémices. Donc on ne peut pas non plus en faire un auteur intéressant de ce point de vue-là. Mais par contre, du point de vue de la critique des institutions ecclésiastiques et de la critique du théologico-politique, il y a quelque chose d'émancipateur chez Spinoza, ça c'est sûr. D'accord. Et donc oui, je crois qu'il a, il était Spinoza, je crois qu'il était juif et qu'il a fini, je crois, il travaille dans les lentilles après, si je dis pas de bêtises. J'ai quelques souvenirs un peu épars de sa biographie. Oui, il fabriquait des lentilles, effectivement, c'est-à-dire enfin pas des lentilles, mais des lentilles pour télescope, C'est quoi. ça, voilà, voilà, exact. Des loupes. Mhm. Enfin oui. C'était un polisseur de verre, si on veut, et Ouais. puis travailler dans les lentilles pour télescope, effectivement, et pour lunettes aussi. D'accord, ok. Et l'influence de Spinoza, il a influencé qui, on va dire, après sa mort, on va dire ça comme ça, ou même en termes de pensée. Pardon? Spinoza, il a influencé qui durant son vivant et après sa mort, de manière vraiment impactante. Alors, il y a un spinozisme caché peut-être chez Kant. En tout cas, Kant a souvent été accusé de spinozisme, en particulier si on se penche sur la troisième antinomie de la critique de la raison pure, sur la question de la physiocratie transcendantale, qui est un déterminisme intégral, un naturalisme intégral, que ne défend pas Kant jusqu'au bout, puisque Kant tient aussi à la liberté, mais qui a en tout cas une thèse possible, ou une antithèse possible. D'accord. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a pu rapprocher Kant d'un certain spinozisme presque, Mhm, mais en même temps Kant tenait à la notion de liberté transcendantale, et c'est ce qui le sépare de Spinoza. mhm, Il a pu influencer Mendelssohn aussi, qui était un grand représentant des Lumières radicales. Il a influencé entre les lignes Rousseau peut-être. mhm. Dans l'Émile, on voit quelques possibles affiliations. Je ne sais pas si c'est une influence directe ou indirecte. Nietzsche aussi se réclamait parfois de lui, même s'il s'en distanciait aussi et le critiquait parfois, comme Nietzsche le fait avec tous les auteurs. Mhm. Voilà, il a quand même une postérité assez importante. Et puis plus récemment, il y a Althusser, qui est un marxiste français qui s'est réclamé de Spinoza, Tony Negri, et puis Frédéric Lordon au niveau des sciences sociales. D'accord. Donc malgré tout, Spinoza, quand même, référence importante malgré tout. On va dire ça comme ça. Mhm. Oui, référence très très importante. C'est le philosophe incritiquable, moi j'ai envie de dire. On a l'impression que c'est un philosophe très difficilement critiquable parce il paraît parfait à tout point de vue. Il est impeccable dans ses démonstrations, il est impeccable et juste dans sa positionnement éthique, Mhm. et même parfois on a eu l'impression politique. Moi, sur le positionnement politique, je suis moins convaincu. Sur le positionnement éthique, je suis beaucoup plus convaincu. Et sur la critique du théologico-politique, je suis complètement convaincu. D'accord. Là, du coup, j'ai envie de lire le livre. Il faut commander le livre. Ça fera un livre de plus que j'ai à lire. Mais d'accord, donc philosophe vraiment, on va dire, comment dire, on va dire dans la philosophie officielle. Bon, je suis pas étudiant en philosophie, j'ai pas de diplôme en philo, mais j'ai quand même la nette impression que c'est Emmanuel Kant qui fait autorité dans la philosophie. Peut-être que Spinoza est peut-être un philosophe sous-estimé ou sous-exploité ou pas assez cité pour des raisons. Non, il est tout autant cité, je dirais, hein. Il est D'accord. très, très cité. C'est D'ac- un philosophe majeur au même titre que Kant, je dirais. D'accord, ok, bah voilà rassuré. Et donc incritiquable et pourtant, je même pas d'antisémitisme. On cherche, on tape un petit peu dans les Bah ça, accusations habituelles.
Ça, c'est une question importante que tu soulèves. Emmanuel Levinas, en 1955, reprochera à Spinoza, dans le traité théologico-politique, de faire finalement de la loi juive un pur littéralisme hétéronome, Mhm. là où la loi chrétienne réaliserait la liberté et D'accord. donc annoncerait le monisme de la substance. Donc il oppose christianisme et judaïsme comme il opposerait presque servitude et liberté. Mhm. Et on ne peut pas dire qu'ils sont antisémites, ce serait absurde vu Mhm. qu'il est d'origine juive. Mhm. Mais en tout cas, ça peut servir des arguments antisémites. Et en tout cas, on retrouve à peu près le même argument chez Kant dans La religion dans les limites de la simple raison, qui assimile le judaïsme au littéralisme, à l'hétéronomie Mhm. et finalement à la servitude, et qui assimile le christianisme, et en particulier le protestantisme, Mhm. à la vraie foi, au cœur et à quelque chose qui est plus rationnel. D'accord. Donc du coup, Lévinas accuse Spinoza de servir des arguments qui par la suite vont pouvoir être récupérés au XVIIIe siècle par des gens comme Kant, Mhm. qui lui était carrément antisémite hein, pour le coup. Mais de D'accord. là à dire que Spinoza est antisémite, ce serait absurde, Oui. vu que effectivement, il est d'origine juive. Il a été excommunié hein, par sa communauté, mais c'est pas pour autant qu'il a renversé ça en antisémitisme grossier. Ouais. C'est beaucoup plus fin que ça. D'accord. Dans Oui, le c'est. traité théologico-politique, il questionne en fait la légitimité de la parole des prophètes en disant que c'est des êtres qui ont une grande imagination mais peu d'entendement. Et il questionne la légitimité du miracle. Il questionne aussi le mythe d'Adam et Ève, Mhm. et surtout d'Adam qui aurait croqué dans la pomme, non pas parce que la pomme, en fait, était un interdit moral, mais parce que c'était un empoisonnement, Mhm. donc une décomposition du corps. Et donc la préconisation de Dieu n'était pas en fait quelque chose qui relevait de l'interdit moral, mais plutôt de la prévention éthique. Mhm. Donc tout ça, c'est passionnant. Ça déconstruit complètement le discours religieux qui est en place à cette époque. Mhm. Ça déconstruit la notion de miracle. Ça sécularise aussi quelque chose. Euh, et ça permet de resituer les prophètes euh, dans leur rapport imaginatif au monde, qui fait que leur parole n'est pas parole d'évangile entre guillemets, même si c'est une expression mal choisie ici, mais que c'est une parole qui est située et, euh, et qu'une parole d'entendement finalement vaut peut-être mieux que cette parole imaginative. D'accord. Après, pour l'antisémitisme, quand on est juif, il y a eu quelques exemplaires dans l'histoire. Bon, on va pas, c'est pas le sujet de cette émission, mais ça s'est déjà vu, même si c'est assez minoritaire. Mais d'accord. Et en fait, la question c'est où se situe historiquement la pensée, la pensée de Spinoza en fait. Comment elle s'intègre. Comment, enfin, qu'est-ce qui fait vraiment sa spécificité d'un point de vue historique. Mhm. Bah, elle s'inscrit dans Marx, dans le Capital, dit que la Hollande au XVIIe siècle, c'est Mhm. le lieu du capitalisme par excellence, Mhm. et en particulier du capitalisme commercial, mais aussi un peu financier. Il y a déjà une proto-industrie qui se développe, de la laine, du cacao, etc. Donc, c'est le lieu du capitalisme par excellence au XVIIe siècle, et Spinoza coexiste avec ça, de façon acritique, sans le critiquer. D'accord. Il ne devine pas toute la barbarie de ce système, qui est aussi un système colonial. Il n'en parle pas d'ailleurs. Euh, il se situe dans un système capitaliste ou proto-capitaliste. Euh, et il défend la bourgeoisie commerciale hollandaise de son époque, comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Donc du coup, c'est ça le contexte. Et moi, mon idée, c'est que d'une certaine manière, la notion de production, elle est centrale chez Spinoza. Production causale qui fonde un déterminisme intégral et un naturalisme intégral, mais qui peut être connecté à un productivisme intégral qui serait la projection du productivisme marchand sur un plan ontologique, en fait, sur un plan naturaliste. Mhm.
Ça, c'est la thèse que je défends dans un bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Contre l'ordon. Mhm. Euh, C'est-à-dire que le déterminisme intégral de la substance, qui suppose une productivité infinie de cette substance à travers une succession causale, en fait, serait la projection du productivisme économique sur sur un productivisme ontologique. Ça, c'est la thèse que défend aussi, en parlant cette fois-ci de Kant ou de Hegel, mais la logique est la même, Robert Kurtz, dans La Mhm. substance du capital. Mhm. Il dit quand il y a un monisme absolu et un productivisme ontologique, c'est forcément le productivisme marchand qui se projette sur ce productivisme économique. D'accord. Donc du coup, moi, ça c'est la thèse que je défends. Et la causalité serait une catégorie aussi du capital, finalement. Et d'ailleurs, comme mécanique, elle sera ensuite mécanique industrielle, qui se cristallisera cette fois-ci dans la machine et dans l'organisation rationnelle du travail. Donc, ça, c'est ma thèse. Mhm. Euh, et il faut lire l'éthique avec des yeux un peu matérialistes pour le voir, quoi. D'accord. Déjà comprendre l'éthique, ça serait déjà un luxe assez intéressant. D'accord, et donc enfin, ça me fait penser à ce que tu disais par rapport, oui, par rapport au fait qu'il émerge, enfin que Spinoza émerge dans une espèce de centre capitaliste de son époque. Ah, ça me fait penser dans le livre que j'avais commencé à lire, qui est Histoire des philosophies matérialistes. C'est pourquoi la philosophie est née en Grèce. C'est parce qu'en Grèce, c'est développé plus rapidement que les autres l'esclavage. Et donc, quand il y a des gens qui bossent, mécaniquement, il y a plus de gens qui sont libres pour penser. C'est enfin, même si après là, il avait d'autres explications. Il y avait aussi parce que la Grèce avait pas mal avait un accès à la mer, donc les bateaux étaient beaucoup plus pratiques. On pouvait transporter beaucoup plus de charges qu'avec des bœufs ou des chevaux, etc. Enfin bref, voilà pourquoi la philosophie était née en Grèce. Bah, il y a un des gros facteurs, selon le livre en tout cas, c'était l'esclavage. Et donc voilà pourquoi un penseur aussi intéressant que Spinoza est né en Hollande, parce que c'est là où il y avait le capitalisme quelque part. Il y a un lien de cause, enfin pas, mais c'est peut-être un lien un peu hasardeux, on va dire ça comme ça, mais je trouve qu'il est quand même, ça m'a fait penser à ce passage-là, on va dire. Et donc enfin bref, donc son œuvre et son évolution. Est-ce que son œuvre a évolué au fil du temps, ou est-ce qu'il y a eu une espèce de est-ce qu'il y a eu, enfin, un peu comme Nietzsche, il y a eu des traits, il y a eu des trucs un peu fulgurants, un peu qui partaient un peu en dérapage, ou est-ce que c'est plutôt linéaire et plutôt constant dans le temps de ses idées, de son œuvre? Alors, la grande œuvre, ça reste l'éthique quand même. Mhm, C'est la grande œuvre achevée et vraiment le système en mhm, tant que tel, qui se constitue de 5 parties. mhm, Donc la partie traite de Dieu, euh, c'est-à-dire de la substance éternelle et infinie qui comporte une infinité d'attributs mhm, et qui est affectée par une infinité de modes. La deuxième partie traite finalement de la connaissance humaine mhm. et de la capacité du corps à être affecté par différentes manières. La troisième partie traite de... Enfin, je dis de la connaissance humaine, il dit de la nature et de l'origine de l'âme, D'accord. et c'est un peu sa théorie de la connaissance. La troisième partie traite de la nature des affections. C'est la partie la plus intéressante, je trouve, où il va donner une définition de tout un tas d'affections comme la jalousie, la gloire, la mésestime, la joie, la tristesse, le désir, etc. La quatrième partie traite de la servitude humaine et la cinquième partie traite de la liberté de l'homme. C'est c'est vrai Et que. donc du coup, c'est un chemin vers la liberté, un chemin extrêmement ardu, extrêmement difficile. Il finit par dire, une des dernières phrases de l'éthique, c'est tout ce qui est difficile et rare. Attends, je vais te trouver la citation finale parce que D'accord. c'est le plus important. Tout ce qui est beau est difficile autant que rare. D'accord. Et donc, la liberté humaine, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est cause adéquate de ses actions.
Être cause adéquate de ses actions, ça veut dire qu'il faut aucune autre cause que soi-même pour expliquer nos actions. Et être D'accord. cause adéquate de ses actions, ça veut dire aussi avoir des idées adéquates des choses. Et cela suppose d'avoir le deuxième ou le troisième genre de connaissances. Le deuxième genre, c'est avoir des idées communes, c'est-à-dire savoir se composer avec les autres corps avec lesquels on coexiste pour connaître ce qu'on a de commun avec eux. Et ce qu'on a de commun avec eux, le lemme 2 de la partie 2 le dit, c'est le fait qu'on soit étendu Mhm. d'une certaine vitesse ou d'une certaine lenteur et en repos ou en mouvement. Euh, le troisième genre de connaissance, c'est la science intuitive de Dieu et c'est la capacité à connaître Dieu intuitivement, c'est-à-dire à s'assimiler au déterminisme intégral de la substance et à le connaître de façon euh, englobante, de telle sorte qu'on finit par être soi-même euh, presque Dieu, Mhm. qui s'aime lui-même en ayant une idée adéquate de lui-même. Et donc, ça s'appelle l'amour intellectuel de Dieu. D'accord. Donc, et quand on arrive à l'amour intellectuel de Dieu, on est dans la béatitude. Je peux pas l'expliquer trop rapidement comme ça, c'est peut-être pas très clair. Mhm. C'est très difficile à expliquer parce que c'est tout un détour par des concepts et des démonstrations vraiment ardues. Mais en gros, c'est ça l'idée. D'accord. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Si, ce que tu es en train de décrire, ça fait vachement penser à ainsi parler Zarathustra quelque part. Ça fait un peu penser à ça. Oui, c'est vrai que ça peut ressembler à ça parce que la théorie de l'éternel retour, Mhm. moi, ça, c'est une de mes théories, c'est que la proposition 16 de la partie 1 Mhm. dit que Dieu, c'est-à-dire la substance, c'est-à-dire la nature, Mhm. hein, Mhm. produit une infinité de modes, d'une infinité de manières. Et donc, tout ce qui peut arriver arrive. Et bien, tout ce qui peut arriver arrive. C'est ce qu'on retrouve dans Ainsi parlait Zarathustra de la vision et l'énigme, Mhm. où Zarathustra, en fait, se retrouve à la porte de l'instant et dit tout ce qui pouvait arriver dans le passé est déjà arrivé. Parce qu'il y a une infinité de temps qui nous précède. Et tout ce qui peut arriver dans le futur arrivera, parce qu'il y a une infinité de temps qui nous succède dans le futur. Mhm. Donc, si tout ce qui peut arriver arrive, alors cet instant que je vis en ce moment, nécessairement est déjà arrivé dans le passé, une infinité de fois, et réarrivera dans le futur, une infinité de fois. C'est la formule de l'éternel retour. D'accord. Et moi, ma thèse, c'est que la proposition 16 de la partie 1, finalement, est une version spinoziste de l'éternel retour sans qu'il le sache lui-même. D'accord. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'arrive à peu près à décerner, mais c'est vrai que quand t'avais expliqué le plan de l'émancipation, entre guillemets, du chemin de l'émancipation, ça m'avait fait vachement penser à Zarathustra. Est-ce que Nietzsche en avait conscience ou pas? Je ne sais pas. Je suis pas biographe, enfin surtout son biographe, mais ça m'a fait vachement penser à ça. Et j'ai un peu décelé un petit peu de Kant aussi, c'est vrai, enfin de Kant dans la chose, quoi. Enfin, même si j'ai Bah, la pas. physiocratie transcendantale, hein, Hmm. chez Kant, c'est une causalité qui va à l'infini. Mhm. Donc un monde qui n'a ni commencement ni fin, qui est infini dans le temps et dans l'espace, qui est une succession causale d'événements. C'est exactement la substance spinoziste. D'accord, ok. Donc il faut prendre la troisième antinomie de la dialectique, de la critique de la raison pure, Mhm. et voir la physiocratie transcendantale pour se rendre compte que à ce niveau-là se situe à peu près ce que Spinoza raconte. D'accord. D'accord. Et c'est vrai que Spinoza, au-delà de cet aspect émancipation de la liberté, enfin de l'aspect émancipateur de l'être humain, c'est l'aspect, enfin il a un peu cette image de philosophe des affects. C'est que Spinoza est quand même, en tout cas, enfin ce que j'ai pu en voir moi d'un point de vue personnel, c'est dans le développement personnel, Spinoza est vachement cité comme c'est le philosophe des affects. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire par rapport à ça? Alors les affects, qu'est-ce que être affecté? Mhm. La question que se pose Spinoza, c'est qu'est-ce que peut un corps? Mhm. Qu'est-ce que peut un corps? On ne le sait pas encore et Spinoza pose cette question-là. Est-ce que peut un corps, c'est être affecté
d'une manière multiple. Ce que peut un corps, c'est être affecté. Mhm. Et donc, il est d'abord passif. Le premier constat, c'est que le corps est passif parce qu'il est affecté d'une multiplicité de manières. Et la question qu'on se pose, c'est comment peut-il devenir actif en devenant cause adéquate de ses actions? Et bien, tout simplement, ce que peut un corps, euh, c'est lié à ses rapports de composition ou de décomposition avec les autres corps, et surtout avec les autres corps humains. Lorsqu'il est un être, il veut sa destruction. C'est lié à la colère, par exemple. D'accord. Lorsqu'il aime un être, il veut sa conservation. Mhm. Lorsqu'il constate qu'un être qu'il aime est aidé par un autre être, il va aimer cet autre être. Lorsqu'il constate qu'un être qu'il est aidé par un autre être, il va haïr cet autre être. D'accord. Donc il y a un désir qui est finalement contagieux. Il y a aussi un désir qui est mimétique. Lorsqu'il pense que d'autres personnes que lui aiment une chose, il va aimer cette chose en retour. D'accord. Lorsqu'il pense que d'autres personnes que lui vont haïr une chose, il va haïr cette chose en retour. Il y a un désir mimétique. Il y a une commisération aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on voit quelqu'un souffrir, on souffre soi aussi, si cette personne est neutre par rapport à nous ou si on l'aime. D'accord. C'est la commisération, c'est-à-dire une forme de pitié. Et il y a de l'émulation aussi. Lorsqu'on voit que d'autres personnes désirent quelque chose, on va la désirer à notre tour. C'est de l'émulation. Mhm. Donc tous ces sentiments-là se combinent en fait, et c'est des sentiments essentiellement passifs la plupart du temps, pour créer finalement chez chaque individu une forme d'ingénium. L'ingénium, c'est une singularité psychique et affective qui est tout simplement une certaine manière d'être affecté par les choses et d'affecter les choses en retour. D'accord. Donc, chacun a son ingénium propre en fonction de ses rencontres et des rapports de composition et de décomposition qui ont eu lieu dans ces rencontres. Donc, c'est quand même extrêmement fin. C'est Il vrai. va vraiment montrer le parcours, tous les parcours possibles qu'on peut faire au niveau affectif pour arriver à un certain ingénium. Et l'idée, c'est que l'ingénium de l'être actif, c'est celui qui a réussi à forger des notions communes, c'est-à-dire à se rendre compte de ce qu'il y a en commun avec les autres pour rentrer dans des rapports de composition avec eux. D'accord. Ça, c'est la première étape de la libération. Et la deuxième étape, c'est le troisième genre de connaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fil de la joie active qui découle des notions communes, se développe l'amour intellectuel de Dieu en comprenant et en englobant le déterminisme intégral de la substance. D'accord. Je... D'accord. J'essaie de me remémorer, enfin j'essaie d'intégrer ce que tu me dis. C'est vrai que c'est assez, ça se tient très bien. C'est vrai que ça se tient plutôt bien, effectivement. Mais le rapport, oui, effectivement, enfin décomposition, c'est vrai que c'est assez spécial pour évoquer un peu ses interactions avec ses semblables. Mais ok, si c'est, enfin dans son schéma, ça se tient plutôt bien, j'ai envie de dire. Donc et s'intéresser au Spinoza aujourd'hui, est-ce que ça c'est encore, est-ce que, enfin, je sais qu'aujourd'hui on est vachement, aujourd'hui on est quand même vachement sur l'influence d'Emmanuel Kant en termes de pensée, de rapport à la connaissance, etc. Mais Spinoza aujourd'hui, est-ce que c'est encore valide encore? Est-ce qu'il a encore toute sa place? Il a toute sa place pour penser l'éthique, je pense. La politique, je, je propose de ne pas en parler forcément aujourd'hui Mhm. parce que ça supposerait, si on parlait du traité politique, ça supposerait encore de longs développements. Mhm. Euh, mais sur le plan éthique, il a encore beaucoup de choses à nous dire parce que cette géométrie des affects, elle nous apprend comment éviter les mauvaises rencontres ou comment les gérer. D'accord. Euh, nous permet d'entrer dans des rapports de composition avec autrui. C'est quelque chose de décisif aujourd'hui, je pense, pour non pas se développer personnellement, individuellement, de façon narcissique, comme tu le disais tout à l'heure, Mhm. mais pour aussi
avoir un rapport cette fois-ci existentiel au monde qui soit le plus émancipé possible. Euh, et quand on est cause adéquate de nos propres actions, finalement, ça pourrait s'appeler l'autonomie chez Kant, Mhm. mais c'est pas comme ça que l'appelle Spinoza. Euh, on est capable, en fait, de rayonner autour de soi et donc de créer d'autres actions adéquates. Et là, je pense que l'éthique, d'un point de vue politique, a plus d'enjeux que la politique de Spinoza. Je ne sais pas si je me fais comprendre à ce niveau-là, mais en tout cas, l'éthique d'un point de vue politique est très intéressante parce que euh, créer d'autres êtres qui sont capables d'actions dont ils sont la cause adéquate, c'est créer des collectifs Oui, d'auto-organisation beaucoup plus autonomes. en fait, si c'est un peu, Et j'interprète. donc, Oui. et donc beaucoup plus subversifs aussi. Ce que pourrait peut-être interpréter ce que tu dis, c'est en fait Spinoza part plutôt d'une éthique pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Il part de l'individu, il part de son autonomie en tant qu'individu, mais pas d'un point de vue très nombriliste, on va dire ça comme ça, ou narcissique. Bah en fait, c'est un appel aussi d'interaction avec d'autres individus aussi émancipés, ou en tout cas autogérés, en tout cas. J'ai des mots spirituels qui me viennent en tête, mais j'ai pas envie de les utiliser. Mais effectivement, c'est une forme entre guillemets de dépassement de ces servitudes et de ces conditionnements, on va dire, néfastes pour se réaliser soi-même. Et une fois qu'on est réalisé, effectivement, on arrive à identifier beaucoup mieux les gens qui nous sont intrinsèquement positifs et et par effet mécanique, effectivement, voilà, on discute, on fait des trucs, on discute de la politique, on parle d'émancipation sociale, etc. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et que je l'analyse quelque part. Oui, c'est à peu près ça. C'est un C'est à peu peu près comme ça. je ferai peut-être un parallèle avec Neo dans Matrix aussi. Voilà, c'est une fois que t'es émancipé, voilà, c'est une fois que tu passes de l'autre côté, bah t'as envie d'entraîner les gens aussi quelque part. Donc par effet voilà de solidarité, d'empathie, etc. Enfin bref, je sais pas si c'est très clair non plus, mais ça me parle pas mal en fait. Ça parle de l'individu. Je trouve que l'individu en ce moment est quand même pas mal diabolisé de temps en temps pour de bonnes raisons, la plupart du temps pour de mauvaises, je trouve. Mais voilà, ils partent de l'individu, de son émancipation, etc. Pour après, pour aller, c'est un appel aussi c'est un appel à la rencontre et à la collectivité quelque part, je pense. Cet effet de rayonnement, je le vois plus comme pas un rayonnement, mais plutôt comme une attraction en fait. Après, c'est certainement le reste de ma secte, de mon développement personnel qui parle. Enfin bref, c'est un autre sujet. Attendez. Bah voilà, je crois qu'on a dit l'essentiel en tout cas. Ouais. Ça me paraît déjà assez être un panorama satisfaisant. Oui, pas mal. Voilà, moi j'ai pas grand-chose à dire d'autre. Peut-être le spinozisme de Lordon. Qu'est-ce que tu pourrais est-ce que dans le plan j'ai utilisé utilisation rigoureuse ou détournement comparable à ce que Lénine a fait avec Marx. C'est voilà, les gens ont le plan. Bah, Lordon a un usage plutôt rigoureux de Spinoza. Enfin, c'est un lecteur de Spinoza assidu. Mhm, Il est influencé par le commentateur Alexandre Materone. mhm. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas voir l'antispinozisme spinozien. C'est-à-dire. Mhm, C'est-à-dire, finalement, il y a quelque chose d'assez violent chez Spinoza. C'est le déterminisme intégral de la substance. Ça veut dire que toutes nos actions sont déterminées et qu'il n'y a pas de possibilité de sortir de ces conditionnements finalement. Même quand on est cause adéquate de ces actions, c'est toujours en vertu aussi de causes extérieures, mhm. ce qui paraît totalement paradoxal, mais pourtant, ce paradoxe, Spinoza prétend le dépasser. Euh, donc le sage finalement est déterminé à être sage. Mhm. La plèbe est déterminée à être plèbe. Et toutes ces catégories qui sont quand même assez socio-historiquement centrées, Mhm. plèbe, sage, etc., que Spinoza utilise parfois, Lordon ne les questionne pas. Et moi, D'accord. je pense que ça peut servir un avant-gardisme léninisme. C'est ce qui fait d'ailleurs, au sens où les sages décideraient, comme une avant-garde, de la détermination de la bonne société et Mhm. que la plèbe suivrait finalement. Euh, et comme
d'une part, Lordon ne questionne pas la distinction plèbe-sage Mhm. chez Spinoza et que d'autre part, il défend un avant-gardisme néo-léniniste, je pense qu'il y a un rapport entre ces deux points Mhm. et que c'est plutôt pernicieux. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus, mais D'accord. en tout cas, moi, c'est ce qui m'a gêné. Chez Spinoza, il y a quand même des choses gênantes, comme cette distinction entre le sage et la plèbe, et c'est des choses que ne questionne pas forcément Frédéric Lordon. Donc moi, je pense qu'il y a un spinozisme anti-spinoziste, c'est-à-dire que comme Spinoza dénonce toutes les mystifications et comme ce déterminisme du sage et de la plèbe devient une mystification, alors il y a contradiction et le spinozisme anti-spinoziste finalement s'auto-sabote Mhm. pour montrer le danger de telle pensée déterministe intégrale. D'accord. Et ça, c'est une chose que n'a pas vue Lordon, mais qu'a pu voir Lévinas, par exemple. Lévinas a vu cet anti-spinozisme spinozien. D'accord, c'est vrai. Enfin, au centre de l'œuvre de Spinoza, une espèce d'angle d'attaque pour l'autocritique, quoi. Mhm. Mhm. C'est peut-être la question peut-être la plus comment dire la plus banale de l'émission qui est un petit peu qui est étonnamment courte en fait. C'est étonnamment courte. Je regarde OBS qui défile et étonnamment on est à moins d'une heure, on est à 36 minutes et quelques. Peut-être que pour commencer Spinoza, c'est personnellement j'avais commencé avec le livre de Deleuze en fait. Est-ce que tu pourrais est-ce que tu le conseilles enfin, je trouve que Deleuze en tant qu'historien de la philosophie, je trouve qu'il est très bon. Après, quand il part un peu en freestyle, c'est un peu autre chose. Mais est-ce que tu pourrais peut-être, je sais pas, conseiller enfin, mis à part le traité théologico-politique, mais des œuvres de vulgarisation de Spinoza pour que les gens qui nous écoutent puissent s'y atteler par eux-mêmes. Alors effectivement, Spinoza ou le problème de l'expression de Deleuze est un excellent bouquin, Mhm. même si le Deleuze philosophe, je l'apprécie moins, le Deleuze historien de la philosophie, il est souvent brillant. Ah d'accord, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mhm. Et c'est la question de l'expression, c'est-à-dire le fait que il commence sur la triade de la substance, de l'attribut et de l'essence, et le fait que l'attribut exprime l'essence de la substance. D'accord. Donc ce qui est exprimé, c'est l'essence de la substance. Ce qui exprime, c'est l'attribut. Et ensuite, les modes, à leur tour, expriment euh, l'attribut. Et donc, du coup, cette logique de l'expression, il considère qu'elle est décisive chez Spinoza pour réfuter en fait trois choses dans la scolastique traditionnelle et même chez Descartes, Mhm. la théorie de l'analogie, de l'éminence et de l'équivocité. J'irai pas plus loin là-dessus, Mhm. mais en tout cas, c'est vraiment brillant. Mhm. Et si on parlait un vocabulaire nietzschéen, on pourrait dire que la théorie de l'éminence, de l'équivocité et de l'analogie, c'est une théorie réactive du ressentiment, Mhm. là où la théorie de l'univocité de l'expression de Spinoza, c'est une théorie active de la surabondance de la vie. D'accord. Là, je parle un vocabulaire nietzschéen pour essayer d'expliquer un peu ce que veut dire Deleuze à propos de Spinoza, parce que Deleuze est aussi un grand nietzschéen. C'est vrai Donc, c'est vrai qu'il avait écrit un livre sur Nietzsche aussi, Deleuze. Ouais. Nietzsche et la philosophie, ouais, C'est tout à ça, fait. voilà. Sinon, je conseille Alexandre Materone, bien sûr, Mhm. Macheret. euh, je conseille pas vraiment Tony Negri parce que je considère qu'il est passé un petit peu à côté de Spinoza. Juste. Je conseille pas forcément non plus Frédéric Lordon parce qu'il en fait un usage finalement apologétique et acritique, Mhm. un peu ce que je lui reproche. Je dis pas qu'il l'utilise mal, hein, je pense que c'est C'est un lecteur assidu de Spinoza, mais il en fait un usage apologétique qui n'est plus intéressant. Ce qui est bah, intéressant avec les auteurs, c'est les c'est de les réactualiser. manipuler, c'est de les critiquer, c'est de voir leurs nuances, Oui, c'est de voir là où ça résiste, là où ça se contredit, etc. oui, bien sûr. Alors que chez Lordon, il n'y a pas ça. Donc du coup, c'est problématique. Enfin, voilà. Et enfin, non, je conseille pas trop d'autres choses. Oh, le que sais-je sur le spinozisme aussi qui est plutôt pas mal. En général, les que sais-je, en général, c'est une bonne formule hein, si on veut s'initier à un truc. Complètement, ouais.
C'est en général. Après, j'en ai vu quelques-uns qui m'ont fait saigner des yeux, mais bon, celui sur Spinoza et le spinozisme, je regarde pas un mauvais souvenir. Faudrait que je le. Ça fait des années que j'ai lu. Enfin, faudrait que je le. Spinoza, ça a été un des premiers philosophes que je me suis attelé parce qu'après mon expérience avec l'ayahuasca, en fait, j'ai cherché un espèce de philosophe qui qui s'attelle à la question de Dieu d'une manière assez athée. Et donc, bizarrement, j'avais entendu parler de la théorie de Spinoza sur oui, Dieu, c'est la nature, etc. Voilà, je suis un peu tombé sur lui un peu comme ça. Et mine de rien, je garde un très bon souvenir. Et le livre de Deleuze sur Spinoza, j'en garde un très très bon souvenir. Ouais, c'est un bon bouquin, ouais. Tout ça, de toute façon, je mettrai tout ça dans la description. Spinoza, si vous avez un peu de mal avec cet entretien, vous inquiétez pas, il y aura les liens dans la description pour un peu s'initier, parce que Spinoza, c'est vraiment, même si Benoît a essayé de faire accessible, et bah ça reste quand même assez ardu, mine de rien, donc vous inquiétez pas. Tout est dans la description. Tout est dans la description. Si jamais vraiment les affects vous intéressent, si l'éthique vous intéresse tout simplement, on parle beaucoup de morale de ceci. L'éthique c'est peut-être un sujet beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant je trouve, et qui prête beaucoup moins à confusion quelque part. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour étonnamment, c'est allé assez vite. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.